Docteur, après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Louis Lou, Mafouine et Jean-Pascal, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Mikodo, presse en ligne. C'est pas si ça va parler. Docteur Bouégué et vous, et puis votre DA et docteur spécificité vous et Bouégué. En fait, merci pour cette question. Dans ce que vous avez fait comme travail, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi seulement les Kivu, ex-Kivu, alors que c'est un problème que nous trouvons partout. Vous l'avez dit un peu comme ça. Mikodo, presse en ligne. Je l'ai dit exactement. Voilà ce que nous allons faire, n'est-ce pas, pouvoir aller plus loin dans cette étude de travail, intégrer d'autres variables, notamment pour essayer de comprendre pourquoi ces gens doivent. Nous avons intégré pour la recherche de doctorat, nous avons intégré en pratique la variable de financement. Nous avons également intégré la variable pauvreté, parce que tous les travaux que nous avons sur le financement en microfinance. Mikodo, presse en ligne. Le protocole national que nous avons élaboré, lui, c'est penche sur le protocole national de prise en charge médicale. Dans ce protocole-là, on donne en fait une orientation comment prendre une femme qui a été victime de violence sexuelle. D'ailleurs, dès que vous recevez une femme comme ça, la première des choses, c'est d'abord d'administrer les kits d'aide. C'est un ensemble de produits qu'il faut donner en ayant 72 heures à partir du moment de la consommation du viol. Elle doit consommer ces produits-là. La première composante, en fait, empêche que c'était. Mikodo, presse en ligne. Voyez comment vous avez massacré mon oncle. Je commence par cette observation, vraiment. Et pourtant, la première fois quand j'ai reçu l'exemplaire de votre thèse, vous avez correctement écrit mon nom. Alors j'aimerais peut-être vous livrer un petit secret, des petits travaux parfois des étudiants qui traînent dans le tiroir. C'est quand vous commencez à la page de garde et vous tombez sur des choses qui vous mettent mal à l'aise, parfois ça vous handicape. Mikodo, presse en ligne. En réalité, lui, ses actions se basent, il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Il y a beaucoup de médecins qui le font, même pour la réparation de l'air, à notre milieu professionnel, on bouge trop ces concepts-là des partenaires de femmes. C'est en fait une opération, une intervention chirurgicale, mais pas une femme. Oui. Nous avons également notre président national, le président national du pilotage de la lutte contre la crise. Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Et l'agent qui exploite les moyens de production livrés à sa demande avec comme conséquence la symétrie de l'information, l'antisélection et l'aléatoire. Première hypothèse, les processus de réalisation économique des survivantes des violences sexuelles supposent une intervention pour l'autonomisation de la femme à travers l'exercice des activités gentilles. Deuxième hypothèse, dans un contexte particulier, les conditions définies pour les financements, à savoir survivre aux violences sexuelles, n'avoir pas bénéficié d'une insertion préalablement, être dépourvu
de toute activité rémunératrice, etc., apparaissent très fantaisistes. Voilà pourquoi nous avons soulevé le problème de la sécurité de l'information, parce que comment on peut comprendre que dans une ville, dans un village où il y a 100 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, 100 également, toutes les 100 femmes les remplissent de mêmes conditions, mais on n'a été que 10 pour pouvoir bénéficier du financement. Donc ça crée une volonté sur le niveau de la société et c'est pas grave. Hypothèse 3, le rapprochement entre le financement et la performance sociale caractérise les différents processus de réinsertion économique. De manière générale, l'objectif poursuivi dans le cadre de cette recherche est de relever les faiblesses des processus de réinsertion économique des survivants de violences sexuelles en vue de proposer des solutions adaptées. Spécifiquement, cette étude vise à comprendre les conditions d'accès au financement, appréhender l'incidence du financement sur la pauvreté des survivants de violences sexuelles, relever les obstacles au financement des AGR, proposer d'éventuelles solutions pour que les AGR soient pérennes et performantes. Pour réaliser cette étude, nous avons recouru à plusieurs techniques et méthodes. Nous avons d'abord recouru à la technique d'enquête par questionnaire. Nous avons commencé 2116 questionnaires auprès des survivants de violences sexuelles basés sur le genre. Et la technique documentaire nous a aidé, nous a facilité à consulter des ouvrages ainsi que des articles scientifiques. Et l'interview nous a mis en contact avec les intervenants de la réinsertion économique en République. La méthode analytique nous a permis plutôt d'examiner les documents de la prise en charge des survivants de violences sexuelles. Et la méthode PROBIT a concerné plus les paramètres qualitatifs et a permis d'estimer 3 équations, à savoir les déterminants de financement, ainsi que les effets de financement sur l'amélioration des conditions de vie des survivants de violences sexuelles et la pérennité. Et enfin, nous avons recouru également à la méthode de moment généralisé, qui nous a aidé à résoudre le problème d'endogénéité et d'hétéroscédacité et estimer l'équation de la performance des activités journalistiques et des survivants de violences sexuelles. Nos investigations se font à l'est de la RDC pour la période allant de 2012 à 2020. Et les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu ainsi que du Ituri sont les plus touchées en matière de violences sexuelles. Et même les réponses qui ont été apportées, c'est-à-dire que les financements qui ont été accordés à travers la RDC a été plus actif au niveau des provinces que nous avions dans cette période. Mais la période choisie de 2012 à 2020 est plus a été concerne plus ces informations, d'autant plus qu'avant 2012, nous n'avions aucune base de données. C'est-à-dire que les statistiques des violences sexuelles étaient transmises au niveau du ministère du genre de la famille des enfants sans d'autres spécifications. Alors que depuis 2012, quand vous allez au ministère du genre de la famille des enfants, vous voyez qu'il y a une base de données constituée. Il y a les caractéristiques de la personne qui a subi le viol, ainsi que les caractéristiques exactes, sont plus ou moins exactes, de l'auteur des violences sexuelles. Voilà pourquoi nous avons choisi la période parlant de 2012 à 2020. Je sais qu'avant 2012, il y a eu également un cas de violences sexuelles, mais c'était de manière globale. Cette thèse est divisée en 4 chapitres. Le premier porte sur la règle qualitative et comprend des sections, la règle théorique et la règle empirique. Le second, le chapitre 2 parle de l'approche méthodologique utilisée. Le chapitre 3 présente les données de nos enquêtes. Et le chapitre 4 fait la discussion, s'attarde à la discussion et l'implication des résultats. Présentation des résultats de nos enquêtes et discussions. La variable de financement était financée positivement par les variables taille de ménage.
Ces résultats est appuyé également par les travaux de Guttefeld et de Mafouba, qui estiment que les ménages, disons, les chefs de ménages à forte densité ont plus de chances d'être financés, alors que c'est rien qui nous voilà, on va chercher d'autres barrières pour financer les activités financières de pays, pour les laisser tamponner sur le les petits commerces également ont une finance positive sur le financement. Les personnes qui exercent les petits commerces ont plus la chance d'être financées et les niveaux d'instruction également. La personne qui a un niveau d'instruction élevé a plus de chance d'être financée. Par contre, le financement est négativement financé par l'âge. D'autant plus que la personne soit jeune, vieille, dès lors qu'elle remplit des conditions, notamment l'âge minimum pour les 16 ans, ainsi que les autres critères que j'ai évoqués précédemment. Donc, elle a la chance d'être financée. Et le statut matrimonial, que la personne soit mariée, célibataire ou veuve, peut recevoir le financement. Et bénéficier également, elle finance négativement l'activité, j'en sais toujours les lois. Le financement, d'autant plus que pour bénéficier du financement, la personne ne doit pas avoir une activité rémunératrice ou un travail rémunérateur. Donc, cette influence est négative sur le financement. L'appareil de pérennité est influencé positivement par la taille des ménages. L'étude montre que les ménages à forte densité ont plus de chances d'être pérennes. La hauteur du financement également, nous savons tous que dans l'économie, le financement améliore les revenus, augmente l'efficacité des actifs. Une personne qui a été financée a plus de chances d'être pérenne. Et il y a des travaux qui appuient également ce constat, notamment celui des féminines et sévères. L'AGER également a une influence sur le financement. Dans notre travail dans les approfondis, nous avons également trouvé que les personnes exerçant les petits commerces ont plus de chances d'être financées. Les bénéfices également ont plus de chances d'être pérennes. Les bénéfices également ont une influence positive sur la pérennité, d'autant plus que les bénéfices constitue en fait la rémunération de l'exploitation et cette rémunération permet au ménage de pouvoir couvrir les dépenses et la finance. Le niveau d'instruction également a une influence sur la qualité. Les personnes ayant un niveau d'instruction élevé ont eu plus de chance d'être pérennes. Par contre, la pérennité est négativement influencée par l'âge. Les personnes ayant l'âge avancé, disons, les personnes avancées à l'âge plutôt, ont la chance d'être moins pérennes que les jeunes. Et aussi le choix. Ici, il faut évoquer certains principes managériaux qui stipulent qu'il est important d'associer les exécutants, c'est-à-dire la personne qui va exécuter la décision dans sa prise pour la rendre un peu, pour qu'il s'en approprie. Sinon, ça ne sera pas efficace. L'appareil de pauvreté est financé positivement par la taille des ménages. Vous savez que si le ménage a beaucoup de gens à l'intérieur, ces ménages-là ont la chance d'être pauvres parce que vous n'avez pas le côté utilisé par la consommation. Vous voyez que les ménages moyens, les ménages qui ont beaucoup de gens à l'intérieur, a plus de chances d'être pauvres. Quand vous utilisez, vous voyez que non, ça sera bon les $2 que vous allez consommer par jour et c'est pas bon. Les choix de l'AGER également influencent positivement la pauvreté. Par contre, les financements influencent négativement la pauvreté. Les AGER sont référencés des personnes dans le ménage ou à leur charge. Il y a également les financements. Lorsque la personne reçoit les financements, comme les financements doivent améliorer les revenus, doit permettre également à ce que l'activité soit diversifiée. Il a une influence positive sur la performance. L'AGER également a une influence, l'AGER, les bénéfices ont également une influence positive sur la performance. L'âge également, tel que soutenu également par les travaux de développement, Berger et PXL.
Par contre, la performance était financée négativement par le statut matrimonial. Et la personne, soit célibataire, ou veuve, son activité peut être performante. Originalité de l'étude. Dans la littérature, plusieurs études ne se limitent qu'à l'amélioration des conditions de vie des personnes exerçant ou des personnes ayant bénéficié du financement. Par contre, la particularité de cette étude est qu'en dehors des variables évoquées, nous avons intégré les variables de pérennité et performance. Vous verrez également dans la littérature, la pérennité et la performance est plus du côté de l'exploitant. Mais par contre, nous pensons que non, la personne, l'AGR également, doit être pensée comme étant une activité structurée pour permettre à ce que la personne puisse bénéficier dans les temps. Nous avons également utilisé des approches robustes, notamment la méthode de l'image généralisée, pour pouvoir estimer les situations. Implication des résultats et d'évaluation. Nous avons demandé à ce qu'on organise un réel mécanisme global de réalisation avec 3 volets, social, économique et scolaire. Et donner à chaque suivant de demandes sexuelles détenues pour la réalisation un montant à la hauteur de l'AGR. Intégrer une contrainte de remboursement avec un faible taux d'intérêt qui constituera une condition pour la construction des fonds de barrage et envisager une période de transitoire de 6 mois jusqu'à ce que l'AGR puisse entrer de la version. Bien, nous pensons qu'il y a d'autres études pourraient intégrer ces aspects. Des choses étendent la question sur les autres volets de la réalisation scolaire sociale, ainsi que d'autres couches vulnérables, notamment les orphelins et enfants vulnérables et les personnes vivant avec handicap et les personnes vulnérables. Interroger également le fondement des financiers pour permettre de comprendre la démarche suivie par chacun et capter les impacts négatifs. La présente étude offre la possibilité de rapprocher les deux contextes, à savoir les financements dans le contexte de sécurité et les financements dans le contexte de sécurité. Elle offre également la possibilité de l'élargissement des catégories de personnes vulnérables, notamment les blessés de guerre ainsi que les personnes vivant avec le handicap. Je vous remercie. Monsieur Jean-Baptiste. Voilà ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir aller plus loin dans cette étude doctorale, intégrer d'autres variables, notamment pour essayer de comprendre pourquoi ces gens doivent. Nous avons intégré pour la recherche doctorale, nous avons intégré en pratique la variable de financement, nous avons également intégrer la variable pauvreté, parce que tous les travaux que nous faisons sur le financement en microfinance ou le financement adapté tournent autour de la réduction de la pauvreté. Donc il y a la performance financière et la performance sociale. Nous avons également intégré des autres variables, notamment la pérennité et la performance. Je vais répondre également à une question sur la pérennité et la performance, parce que vous voyez, lorsque nous parlons de la pérennité, en fait, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire en termes de clair. C'est-à-dire que l'AGR est financée de façon à ce qu'elle puisse se durer longtemps. Cette durabilité permet en fait à la personne qui exerce l'AGR de pouvoir s'autonomiser. Or, nous voyons la faiblesse de ces financements. C'est parce que les personnes qui ont reçu les financements deviennent de plus en plus pauvres. D'autant plus que les bénéfices réalisés est consommé. Or, en finance, nous savons que lorsque nous avons les résultats positifs dans les bénéfices, il y a une partie qui doit être consommée et une partie qui doit être regardée dans les réserves, etc. Voilà un peu pourquoi nous essayons d'élargir la question pour pouvoir en profondeur ce que ça. En fait, la pérennité est égale à la pérennité. C'est-à-dire que la personne qui exerce le financement, qui exerce l'AGR, doit le faire de manière pérenne. Or, lorsque nous examinons, nous disons que non, même le financement est bien appliqué à un système. Parce que pour financer, nous savons pour financer, il faut
élaborer un bon projet de business parce que c'est un investissement. Nous devons connaître d'abord la valeur critique du projet. Qu'est-ce que nous devons avoir dans 5 ans si nous voulons donner à cette personne 100 $? Ces calculs-là ne sont pas réalisés. Ou alors, on peut quand même calculer la valeur actuelle. Combien peut-on avoir combien peut-on investir aujourd'hui si nous voulons voir par exemple 100 $ dans 5 ans? Tout ça, c'est pas réalisé. Même la valeur actuelle nette, qui est un indicateur financier qui permet à ce que les projets soient solutionné. Je pense que c'est compris pour ces deux questions. La première est la question de la performance. Aussi, lorsque nous parlons de la génération des résultats, en fait, les autres questions. lorsque nous parlons de la génération des résultats, nous pensons que quand nous interrogeons la coopérative, et nous comparons avec les statuts, nous voyons que, en fait, même encore dans cette situation d'insécurité, il y a des déplacements de guerre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a guerre, il y a des déplacements de population. Tout le monde se disperse, et même les jeunes gens commencent à faire quoi? Surtout les hommes, ils commencent à prendre les armes. Voilà où nous tous les problèmes. Quand ils prennent des armes comme ça, et à un moment donné, la guerre va terminer, va prendre fin, on aura maintenant des freins, et pouvoir ces enfants-là de 15 ans qui avaient les armes, et pouvoir rentrer à l'école, et pouvoir rentrer dans la famille, et les femmes là peuvent devenir, parce qu'une femme qui a été victime de violence sexuelle, généralement, faut les soigner. Il faut des mécanismes pour pouvoir la réintégrer dans la société. Je suis maire, j'ai suivi la formation de l'assistance sociale. Je vous dis que dans la session, tous les travaux sociaux que vous voyez là, surtout les régulateurs familiaux, ce sont des travaux, c'est un travail de dire la mère. Une personne qui a été rejetée dans la société, même des gens qui souffrent de fistule urogénitale, elle a été rejetée dans la société, après l'opération, elle doit rentrer dans ces milieux-là. C'est pas facile. Voilà pourquoi on a essayé de concevoir tous ces mécanismes-là de l'EDR, pour pouvoir les démobiliser, les désarmer et les réinsérer. Mais ces résultats peuvent être généralisés dans tout contexte de sécurité. Et nous pensons que notre étude pourrait également s'épancher sur, comme nous l'avons dit dans l'utilisation des résultats, dans le contexte de sécurité et de sécurité. Merci. Je suis resté sur ma soif par rapport. J'ai compris que la pénalité, ce sont des objectifs en fait qu'il faut que le financement atteigne. Je ne sais pas si vous avez parlé. Docteur Bougué et vous, et puis votre DA et spécificité vous et Bougué. En fait, merci pour cette question. Le protocole national que nous avons élaboré, lui, c'est penche sur le protocole national et plus en charge médicale. Dans ce protocole-là, on donne en fait une orientation comment prendre une femme qui a été victime de violence sexuelle. D'ailleurs, dès que vous recevez une femme comme ça, la première des choses, c'est d'abord de lui administrer les kits d'aide. C'est un ensemble de produits qu'il faut donner en ayant 72 heures à partir du moment de la consommation du viol. Elle doit consommer ces produits-là. La première composante, en fait, empêche à ce que si le tête était avec des infections, et c'est là que c'est également contaminé par la victime. Et la deuxième composante, c'est en fait la pilule du lendemain. Elle doit consommer 30 sacs d'eau avant en 72 heures pour permettre à ce que la personne puisse n'est pas constituée dans une propice à la fondation, qu'elle puisse concevoir une grossesse non voulue. Et la troisième composante, c'est qu'on lui donne des antirétroviraux pendant 1 mois. Les antirétroviraux que les personnes atteintes d'infection AVS-Sida prennent lorsqu'il y a une personne qui a été violence sexuelle en dehors de 72 heures. Si on la met dans un centre médical, elle doit consommer ce produit-là pendant 1 mois. Et elle n'aura pas l'infection AVS-Sida. En réalité, lui, ses actions se basent, il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Il y a beaucoup de médecins qui le font, même pour la réparation de l'air, dans notre milieu professionnel, on bouge trop ces concepts-là des partenaires des femmes. On le bouge
une interprétation chirurgicale, mais pas une femme. Vous voyez. Nous avons également notre président national, le président national de pilotage de la lutte contre la crise urogénitale, le concert Pumba, Birola. Mais il ne fait pas des pilotes comme ça. Hein? C'est parce qu'il est pas scientifique. Mais s'il était politique, vous voyez que là, ça aurait en fait beaucoup de choses par rapport à. Ok, très bien. Pour vos questions et de remarques, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président de votre parole. J'aurais dû commencer par féliciter les récipiendaires, mais je commencerai par une remarque qui me touche dans mon fort intérieur. Monsieur le récipiendaire, je ne sais pas si vous n'avez pas la même copie de la thèse que moi. Sinon, si c'est la même copie que vous avez, ce qu'on peut voir sur la page égale. Voyez comment vous avez massacré mon nom. Je commence par cette observation, vraiment. Et pourtant, la première fois quand j'ai reçu l'exemplaire de votre thèse, vous avez correctement écrit mon nom. Alors j'aimerais peut-être vous livrer un petit secret, des petits travaux parfois des étudiants qui traînent dans le tiroir. C'est quand vous commencez à la page des gardes et vous tombez sur des choses qui vous mettent mal à l'aise, parfois ça vous handicape. Hein? Ça, c'est un secret professionnel. Je ne suis pas langue que vous avez écrit là. Mon langue s'écrit avec un apostrophe. Et les Européens m'appellent N Landou. Madame N Landou. Et je ne suis pas non plus Mayo, tel que vous le prétendez. Je suis Moyo. Pour changer de nom, vous devez passer par le jugement supplétif, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous serez là. Sinon, je pourrais trouver un avocat qui puisse plaider en ma faveur. Donc, j'étais vraiment malade quand j'ai reçu la copie de votre thèse. Vous l'avez transmise dans mon bureau. Moi, j'ai dans cette observation le jour de la soutenance de la thèse. Donc, je propose au récipiendaire un apostrophe langue Moyo. Mes noms sont sacrés pour mes étudiants les savent. Merci beaucoup. Une autre remarque. Vous l'avez à la page 2 de votre travail. Là, je suis en train de voir les statistiques. Vous y êtes à la page 2. Vous voyez la 5e note. De 51% de la population totale contre 49% des hommes. Je m'arrête là. Et quand je me réfère à votre note, le frappagement, la note que vous avez, je crois que c'est la 5e note. C'est la 5e note. Les statistiques datent de 2009. Alors, à ce moment, je relève un anachronisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en retard. De combien d'années? De 13 ans. Est-ce que ces statistiques de 2009 à ce jour n'ont-elles pas évolué? Je crois que c'est souhaitable de vérifier. Vous y êtes? Page 2, 5e note. Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. 2009. C'est de l'anachronisme. Alors, c'est vrai quand même un grand manquement. Mes très sincères félicitations, puisque le temps est une ressource précieuse maintenant. Nous avons 10 minutes au maximum. Je m'avais posé un certain nombre de questions, mais je voudrais les poser une fois pour toutes, comme ça vous prenez note et vous répondez. En matière de réinsertion socio-économique scolaire de Sylvain de Section.
Donc, quand en RDC, lorsqu'il s'agit des problèmes de violence sexuelle, donc tous les ministères techniques de la RDC et aux affaires sociales, je suis le seul spécialiste en cette matière de réinsertion socio-économique scolaire. Voilà, lorsque nous avons commencé d'abord à rédiger le protocole national des réinsertions socio-économiques scolaires, j'ai dit aux collègues qui étaient avec moi dans la commission, on parle d'un projet de financement pour l'autonomisation de la femme. Mais comment on peut donner 100 $, 100 $, comme ça, arbitrairement, sans une étude approfondie, etc. Et pourtant, dans les critères, vous voyez, on parle des critères de faisabilité financière, faisabilité technique et les autres. Mais on s'est dit, bon, ça c'est un peu arbitraire. Il faut approfondir la question. Et on a rédigé, en 2011, nous avions validé au Caritas Congo, autour d'une grande assemblée, GCMP, comme j'étais dans la commission de rédaction, GCMP les décideurs de ministère, exemple c'était maire, comme c'était une histoire financée par les organismes des Nations Unies, on était payé très limité. Et finalement, lors des lancements, n'est-ce pas, d'essayer de procéder, j'ai dit bon d'accord, on va lancer, mais sauf que non, il faut continuer à accomplir la question. Voilà, et au fil du temps, toutes nos interventions, notamment dans le comité national des héritage des femmes souffrant des déficits urogénitales, en tout cas, je me dis que voilà, cette question de l'insertion économique est impériale. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans un quartier et un blanc arrive chez vous à la maison et vous dit tout le monde est pauvre dans le quartier, un blanc arrive dans votre avenue et vous dit non, maman, prenez ces $. Et tout le monde sait que les blancs est entré dans votre maison. Ça veut dire que tout le monde sait que vous avez reçu de l'argent. Mais au fil du temps, on vous voit encore tenter de gagner. C'est un peu ça la logique de ces financements. Voilà un peu effectivement pour attirer pour pouvoir faire des recherches là-dessus. Avec l'autorisation de notre président, je voudrais en fait pratiquement que vous puissiez me dire comment pensez-vous, parce que la recherche, ce n'est pas seulement le fait de produire une thèse, puis la mettre à vous avez écrit, mais pratiquement, comment pensez-vous contribuer au relèvement de la situation de ces femmes vulnérables? Et la toute dernière question, vous l'avez, en fait, dans la page 12, vous avez dit, l'avant-dernier paragraphe, vous dites que les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses et employées, ou par leur travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent de leur famille. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui soutiennent une telle thèse. Si vous pouvez nous dire concrètement comment les femmes contribuent-elles. Parce que là, vous énumérez les endroits dans lesquels ils apportent leur contribution. Concrètement, vous pouvez nous donner quelques exemples. Oui. Merci, M. le Président. Merci beaucoup d'un mécanisme qui est piloté par le gouvernement de la RDC. Vous voyez, actuellement, tous ces organismes travaillent de façon isolée sur le terrain. Quand IFP va, dernièrement, on était dans la réunion pour le festival génital, on s'est rendu compte qu'on pose la question. Nous sommes le gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Est-ce que vous avez quand même. Il y a moyen de. Quand vous donnez à une maman un pas de du coup, de tirer là, est-ce que vous pensez que ça, c'est ce que vous appelez la situation économique et sociale? C'est pas ça. Et c'est un peu de la question. Mais je pense que le gouvernement doit prendre des choses en main. D'abord, pour explorer l'autorité de l'État partout. Nous sommes ici, c'est parce que dans le contexte de sécurité, il y a beaucoup de cas de viol, mais là, c'est un peu trop. C'est un peu tôt. Il y a des travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, vous verrez, même si c'est pas ça pour nous, vous verrez des statistiques qui vont sortir de là. Ça sera un peu catastrophique. À quoi sur les plans de l'institution. Mais vous savez que je vais donner mon exemple. Mon père, mon défunt père, il était chef des services d'activité financière à l'arrière. Les deux se passaient. Il a occupé ces fonctions-là. Quand vous allez demander le cas, c'est le pasteur.
Il a occupé ces fonctions-là, d'abord comptable et caissier et chef de sécurité financière. Mais ma mère était toujours mangée. Il me fallait des chefs parce que pour manger ici, tout pour l'argent. Il me dit que non, voilà, non, je vais avoir une malade pour moi pour faire la chose. Nous ne demandons pas de marcher, donc elle est à la maison. Oui. Mais au fil du temps, je me dis que parce que c'est une activité pour laquelle il était tué. Mais vous voyez que lorsqu'on finance, c'est en fait ça votre dernière venir. Vous savez que lorsqu'il y a financement des activités de l'économie auprès des femmes, il y a beaucoup de petits qui j'ai beaucoup de mémoires là-dessus. Vous verrez que non, même les ménages concernés ne vont plus souffrir. Déjà, les matins, la maman vous demander, prenez les pains que je paye. Et elle va les rembourser. Et c'est vraiment un mécanisme qui est vraiment d'application chez les communes de banquiers. Au marché, déjà, il y a ce que nous appelons la garde de monnaie. La garde de monnaie, en fait, c'est un concept financier. C'est ce que nous appelons en lingala les box à carte. Dans les marchés, il y en a dans les quartiers. Donc, chaque fin de la journée, la maman met un petit bien, relève un petit bien sur ce qu'elle a réussi à faire et garde sur le garde de monnaie. Elle peut avoir 2 ou 3 cartes. Ça, c'est pour les transports. Et à la fin du mois, elle a reçu un salaire. Et quand elle rentre comme ça, elle fait le marché, elle rentre à la maison, on commence à préparer, elle paye quand même la petite. Même ses voisins, c'est les gens qui connaissent l'espace. Et vous verrez que voilà, la plupart des ménages congolais, ceux qui sont tenus par le mois. Vous verrez que non, si elle ne travaille pas, il y aura si elle ne travaille pas, plutôt, ça serait un chaos terrible ici à Kinshasa. Un chaos terrible. Je dois avoir la leçon. Très bien. Étant donné que les activités gentilles et l'économie sexuelle, nous pensons que dans le cadre de ces minorités téléphones, il est important que nous pouvons nous rallier, n'est-ce pas, aux opportunités d'investir, parce qu'il s'agit en fait de créer des emplois, de développer une activité, d'acheter des terres, de rénover son habitat, etc., et de stabiliser son emploi. Voilà, c'est un peu par rapport à ces 4 variables, à ces 4 caractéristiques, n'est-ce pas, des régimes financiers. Je pense que la caractéristique qui concerne les nations de recherche se rapporte, n'est-ce pas, à cette dernière, sur les opportunités d'investir dans la nation. Ok, mais là il s'agit d'investir quand on est pauvre. Mais c'est ça maintenant la question. Parce que vous voyez, quand vous prenez notre deuxième hypothèse, nous stigmatisons le fait que le financement est fait de manière arbitraire. Or, lorsqu'on finance une activité dans cette économie, il faut faire ce rapprochement entre la performance financière et la performance sociale. Les études de faisabilité financière, quand on doit faire avant de procéder à l'investissement, avant de financer ces activités. Est-ce qu'il y a les financiers, les pouvoirs de capital, connaissent avec certitude les montants qu'ils ont, les montants qu'ils doivent générer, ces capitaux investis? Non. On vous donne juste un montant, sans pour autant même connaître la séquence de cash flow. Comment est-ce que vous allez commencer, à partir de quel moment vous allez commencer à recevoir de l'argent? Voilà pourquoi nous disons dans nos explications qu'il est important à ce stade de pouvoir accorder une durée de 6 mois, permettant à ce que les personnes de toutes les violences sexuelles soient plus en bien, qu'ils ont été financées, mais que les dépenses principales soient plus en charge par les financiers, pour permettre à ce que la gestion, même les entreprises normales, les entreprises classiques, il n'y a aucune, pas aucune, mais la plupart des entreprises que nous avons dans le pays ou à travers le monde ne réalisent pas de bénéfices à la première année d'exercice. Non. Vous verrez que nous, voilà, après 3 ans, 4 ans, ou après une année, après 10 ans, ils commencent à réaliser des bénéfices. Nous étions à peu près en 2005, 2006, 2007. Vous savez que le blanc, l'espagnol, M. Roy, il a mis, après avoir investi, il a donné 1,5 million comme
font des démarches. Parce qu'il sait qu'il y a un avion qui quitte Kinshasa pour aller à Lubumbashi et ne pas avoir de l'argent nécessaire pour pouvoir, disons, ne pas encaisser l'argent nécessaire pour pouvoir se compter pour couvrir les dépenses à l'aide de ces projets. Mais il s'est dit, donc voilà, comme nous sommes en train de mariage, je mets un 500 000 là et elle avait quitté Kinshasa pour nous passer, et pour retour, même s'il n'y a pas assez de gens, mais les dépenses sont couvertes par le fonds. Bon, mais pourquoi alors on doit pour financer une activité d'une personne qui est pauvre comme ça, lui demander, n'est-ce pas, de prendre en charge ses dépenses journalières, des dépenses de ménage, dès le moment où elle a accès à financer. C'est vraiment un problème qu'il faut résoudre. Bien, par rapport à la première question, nous pensons que, je pense que les trois écoles, notamment les welfaristes, qui pensent que les bénéfices, n'est-ce pas, doivent être tenus, n'est-ce pas, par les disponibles. Aussi, la deuxième école des besoins de base nous paraissent, n'est-ce pas, très utiles en ce qui concerne ces violences sexuelles. Il est important que le financement ici soit capable de maintenir l'activité en mouvement et aussi de générer des surprises qui seraient affectées dans la construction de l'énergie. Alors, nous parlons du bien-être. Le bien-être qui doit être, n'est-ce pas, accompli, n'est-ce pas, par les revenus disponibles. Et nous parlons également des besoins de base. Lorsque nous regardons la pyramide de Maslow, nous disons qu'il est important que les besoins physiologiques de l'homme soient satisfaits. Et lorsque les besoins sont satisfaits au niveau physiologique, l'homme étant un animal dont les besoins sont satisfaits, il aura en fait besoin de pouvoir aller évidemment choisir d'autres besoins qui sont supérieurs par rapport aux besoins de base. Mais nous savons également que l'intensité des besoins qui se produisent dans l'État finit par disparaître lorsque l'économie parvient à sa société. Mais surtout, lorsque l'économie augmente, les besoins liés à la séparation, les dépenses liées à la séparation des besoins également vont augmenter. Une personne qui avait l'habitude de prendre de l'eau en sachet, parce qu'elle touche 100 $ par mois, lorsqu'elle commence à toucher ça $100 de 100 $, elle va commencer à demander de l'eau minérale en bouteille. Et lorsqu'elle va commencer à toucher $1 elle va commencer à demander en fait de l'eau plus raffinée que celle-ci. Et c'est ça la raison. D'accord, je sais que je dois bien gérer les temps, mais si je me résume, c'est que je comprends que vous êtes en train de qui serait financement une position welfariste et que vous êtes pour l'école de besoin en train de dire, écoutez, il faut tenir compte des besoins des gens, alors que pour eux, ils sont en train de dire, écoutez, c'est le revenu disponible. Il y a un montant, on les donne aux gens, et puis ça c'est limité là. Donc c'est une guerre d'école sur les droits, et que vous voulez vous positionner pour une école et pas pour une autre. Donc je ne veux pas m'amuser parce que je suis le président, je m'en vais accorder la parole au professeur Soumata, au promoteur de cette thèse. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je commencerai par féliciter M. Louis Moutoué Pascal pour la réalisation de cette œuvre. On a pu suivre sa progression et cette mouture constitue, je pense, une avancée significative par rapport aux versions initiales. Donc, coup de chapeau pour le travail abattu. Évidemment, comme auteur lui-même, elle est perfectible. Je reviens un peu rapidement par rapport aux petites coquilles qu'on a pu retrouver par-ci par-là. Bon, là, évidemment, il faudra peut-être pas revenir, mais faire attention les prochaines fois, comme vous êtes appelé à faire
carrière dans la recherche. Je reviens rapidement sur la bibliographie. La bibliographie, on en avait déjà parlé lors de la défense privée, mais il subsiste quand même quelques imperfections qu'on doit noter rapidement. Des fois, vous mettez des références en majuscules. Je vois la des Brunes. Et d'ailleurs, pourquoi De Brunes 2 fois d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi. Et puis, vous ne numérotez pas les références. Là aussi, c'est une limite parce que comment les retrouver, comment les corriger. Là, je vois De Brunes, vous mettez ça 2 fois. Et vous mettez ça en majuscule alors que les autres références sont en minuscule. De la même manière, vous mettez souvent en entier les prénoms. Mais d'habitude, on met seulement l'initiale du prénom, comme vous avez fait d'ailleurs à certains endroits. Ok? Donc voilà un peu les petites limites, je n'insiste pas là-dessus. Et puis des fois, vous commencez par le prénom en entier au lieu de commencer par le nom. Donc là, il faudra faire attention pour les travaux futurs. Dans la bibliographie aussi, vous ne mentionnez pas, enfin, vous avez fait dans la plupart des cas, mais dans la première référence, vous n'avez pas mentionné. Ok, je vois le tour de moment généralisé. Vous allez en fait aller pas à pas dans cette méthodologie par rapport aux techniques utilisées, et vous me dites pourquoi vous les avez utilisées. Quels sont les atouts? Docteur José Ndenge, professeur ordinaire à la faculté des sciences et animateur de certains séminaires à la faculté des sciences économiques et de gestion de notre université. Et il y a une question qui me tente. Dans ce que vous avez fait comme travail, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi seulement les Kivu, ex-Kivu, alors que c'est un problème que nous trouvons partout. Vous l'avez dit un peu comme ça. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale qui a fait que vous ayez choisi seulement là-bas, au lieu de prendre par exemple les Kassai, parce qu'il y a eu aussi le problème de Kassai, les Katanga, on en parle, pourquoi pas l'Équateur? Merci. Le président, c'est Maître Jean de Dieu, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je veux savoir, est-ce que vous avez un diplôme? Ah oui, je suis avocat, je ne sais pas, je ne sais pas de le temps. Je ne vais pas poser une question. Il fallait le préciser, je ne le savais pas. Lorsque vous regardez la cartographie qui est dans ce travail, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut suivre? Lorsque vous référez à la cartographie qui est dans ce travail, nous allons plus basé dans la recherche à l'est de la RDC, dans les provinces précitées. En fait, le nombre des violences sexuelles... La délibération à huis clos. S'il vous plaît. Nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, ici représentée. Docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Louis Lou, Mafouine et Jean-Pascal, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. C'est demandement numéro 85/012 du 29 mars
1985 telle que modifiée à ce jour, relative à la collation de grade académique étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale à bien vouloir conférer le grade de docteur en économie appliquée, spécialité finance et comptabilité aux candidats précités. Fait à Kinshasa le 19 octobre 2022, le président du jury, professeur Takegela Chamba, membre professeur Tanila Ayoya, membre professeur Landou. À bien vouloir prendre la parole pour la collation des grades. Rectrice de l'Université pédagogique nationale, vu l'opposé verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en économie appliquée, spécialité finance et comptabilité de Monsieur le chef des travaux Loïlou Mafouenne Jean-Pascal, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de docteur en économie appliquée, spécialité finance et comptabilité. Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 19 octobre 2022. José Moubedi Ilunga, professeur ordinaire, représentant Anastasie Massanga Maponda, professeur ordinaire.
Merci beaucoup pour cette parole accordée. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, comme je le dis toujours, source intarissable de la connaissance et du savoir, pour avoir rendu possible ces moments. Je remercie également les autorités, les membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale pour la disponibilité, et aussi à mon maître, le professeur Impère Seblon, qui m'encadre depuis G1 en économie à l'UPC. Le professeur Bakingela, président de Sugéry, le professeur Soumata, mon copromoteur, le professeur Landou Moyo Esther et le professeur Koutangila David Sanctus pour votre présence en ce lieu. Je remercie également tous mes amis de l'école primaire qui sont ici présents, mes amis du secondaire qui sont là également, mes amis de l'université, mes amis d'enfance et aussi mes collègues de la 6e promotion de l'école de doctorat de l'IPEN, dont la délégation est conduite par le CP Alex Kassonga, et aussi à tous les amis qui sont venus de partout pour pouvoir me soutenir. Aussi, je rends un grand hommage mérité à mon père, mon géniteur, qui m'a écrit en premier. Il savait que cela arrivera un jour. Il attendait ce moment pendant longtemps. Malheureusement, la mort l'a suivi à mi-chemin. Mais je remercie la présence de ma mère dans cet hémicycle, Pauline Mukwalemba, ainsi que de mes sœurs et frères qui sont ici présents. Je pense que ce moment tant attendu est arrivé, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup.